Merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1 et nous émettons à partir d'Abidjan. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie de clôture du séminaire du gouvernement sur les plans d'action prioritaires 2017-2020, séminaire qui a permis la validation et l'adoption des plans d'action de chaque ministère. Le processus d'indemnisation des victimes de la crise ivoirienne a débuté depuis 2 ans. L'opération a été lancée par le président de la République, Alassane Ouattara. 2 ans après, quel bilan? On en parle dans quelques instants avec notre reporter Sidonie Waka Davila. Et puis, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire a initié à Korogo un forum de concertation sur les conflits agriculteurs et éleveurs. Des solutions ont été proposées pour une cohabitation pacifique. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie de clôture du séminaire du gouvernement sur les plans d'action prioritaire 2017-2020, séminaire qui a permis la validation et l'adoption des plans d'action de chaque ministère. Awa Touré. Au thème de ce séminaire qui a vu chaque département ministériel décliner ses plans d'action prioritaires, le gouvernement s'est doté d'une base commune de travail. Cette planification à moyen terme devrait conduire à plus d'efficacité dans la mise en œuvre des projets de développement, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce séminaire a permis, d'une part, de capitaliser les acquis indéniables enregistrés au cours des années précédentes et d'autre part, de maintenir, voire de renforcer la dynamique de croissance économique dans la perspective d'un développement plus durable et de plus en plus inclusif. Cette vision à moyen terme constitue le cadre de référence opérationnelle de la mise en œuvre du programme du président de la République. Les actions prioritaires retenues, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont pris en compte les décisions issues des conseils présidentiels. Le gouvernement est donc appelé à accélérer les réformes institutionnelles, structurelles et sectorielles en vue de renforcer la stabilité macroéconomique et d'améliorer l'environnement des affaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, le cap est donc fixé à travers ce plan d'action 2017-2020 pour relever tous les défis liés donc à l'environnement intérieur et extérieur ainsi que les opportunités créées par le processus de transformation économique, sociale et culturelle que vous avez impulsé. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de cette approche de programmation à moyen terme qui permet une meilleure lisibilité et la cohérence dans la mise en œuvre des actions gouvernementales sur toute la période retenue. Ces actions devront permettre d'apporter des solutions concrètes susceptibles de répondre aux besoins des Ivoiriens, tout en favorisant une croissance économique forte et plus inclusive. Nous devons nous donner les moyens de mettre en œuvre ces engagements en améliorant notre potentiel de financement. Je suis heureux de constater que vous avez vous-même indiqué qu'il faut notamment optimiser la collecte des ressources fiscales, améliorer nos interventions sur le marché monétaire sous-régional et mobiliser davantage les appuis des partenaires techniques et financiers. Je vous invite sur ce dernier point à être diligent quant à l'utilisation des ressources de nos partenaires, à être regardant sur l'efficacité des dépenses. Le recours au marché des capitaux constitue également une alternative que nous devons utiliser en veillant à la soutenabilité de la dette. Notre dette extérieure est à un niveau raisonnable, mais nous avons le souci de traiter la question de la dette intérieure et du passif. C'est en adressant ces questions de remboursement de la dette intérieure et des passifs validés que nous pourrons permettre aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, d'avoir un peu plus d'oxygène pour participer à la croissance et à la prospérité.
Pour assurer le suivi de l'exécution du plan d'action prioritaire, un bilan trimestriel de sa mise en œuvre sera présenté à la présidence de la République et au gouvernement par chaque ministère. Awa Touré, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, a rendu une visite de courtoisie au président du PDCI RDA, Emery Konan Bédié à Daoukro. Les deux personnalités ont échangé sur les relations qui unissent les deux pays. Abou Sanogo. Luis Prados, ambassadeur du Royaume d'Espagne accrédité en Côte d'Ivoire, à Daoukro chez le président du PDCI, Emery Konan Bédié. Une rencontre qui, selon le diplomate espagnol, a porté sur l'état des relations de coopération existantes entre le Royaume d'Espagne et la République de Côte d'Ivoire. Relations qui, au dire du diplomate, sont au beau fixe. L'Espagne est devenue un partenaire très important de la Côte d'Ivoire au niveau économique particulièrement. Les relations politiques ont toujours été très bonnes. On a échangé sur les possibilités, les différentes options qu'il y a aussi pour promouvoir des nouvelles initiatives dans chaque domaine. Les domaines de la coopération, et, par exemple la coopération maritime, le domaine de la coopération au niveau du tourisme, les domaines de la promotion des investissements dans tout ce qui est en rapport avec la transformation des produits agricoles et les infrastructures de transport énergétique, et de l'eau. Cette visite de courtoisie s'est achevée par un échange de présents. La 9e édition de la conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a ouvert ses portes lundi ici à Abidjan. Le thème choisi, investir en Afrique. Plus de détails avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Abidjan, capitale de l'humanitaire cette semaine. Pour l'ouverture officielle de la 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'hôtel ivoire Sofitel était de rouge vêtu. Chaque année, un nombre important de volontaires perdent la vie sur des terrains de crise sanitaire ou humanitaire, à l'exemple de la crise récente d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La Guinée leur a rendu hommage. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de vos volontaires et aussi louer tout le travail que vous faites depuis quelques mois pour faire face à la crise alimentaire aiguë qui sévit en Éthiopie, au Sud-Soudan, en Somalie, au Nigeria, au Kenya, dans un contexte d'insécurité très préoccupant. Je voudrais vous témoigner à tous la reconnaissance des États pour la qualité de votre apport au bien-être des populations. La rencontre d'Abidjan entend réfléchir aux priorités humanitaires actuelles en vue de déterminer l'orientation des efforts du mouvement pour les 4 années à venir. Présidente d'honneur de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, la première dame Dominique Ouattara a rendu hommage à l'esprit humanitaire. L'idéal de la Croix-Rouge est mon engagement social en faveur des personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants, se rejoignent à plus d'un titre. Peut-être l'ignorez-vous, mais la fondation Children of Africa, que j'ai créée il y a bientôt 20 ans, m'a été inspirée par M. Marc Gentilini, qui était en 1998 le président de la Croix-Rouge française. Je me sens donc personnellement concernée par la mission que vous menez à bien, et d'autant plus que je comprends les réalités auxquelles vous devez faire face. Lors de la crise post-électorale de 2011, la Croix-Rouge a travaillé à soulager les souffrances des nombreuses victimes. La Côte d'Ivoire lui a dit merci par la voix du vice-président qui a lancé un appel en direction des parties prenantes de l'humanitaire. Concernant la société civile africaine, on voudrait leur demander d'accroître leur politique philanthropique en vue de répondre aux sollicitations en ressources financières exprimées par les sociétés non nationales. La 9e conférence panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge referme ses portes demain. 5 peines de prison à vie ont été requises hier mardi dans l'affaire des disparus du Novotel d'Abidjan contre des militaires ivoiriens concernant l'enlèvement et le meurtre en 2011 de 4 personnes, dont 2 Français en pleine crise ivoirienne. Deuxième grand titre de cette édition, le processus d'indemnisation des victimes de la crise ivoirienne a débuté depuis 2 ans. L'opération a été lancée par le président de la République, Alassane Ouattara. 2 ans après, quel bilan? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? On en parle justement avec Sidonie Waka Davila.
C'est une double cérémonie qui donne à l'État d'exprimer sa compassion aux victimes de Kanafolo dans le nord du pays ou à leurs ayants droit. Également à ceux de la crise post-électorale. Les accidentés de Kanafolo, des personnes qui ont subi un accident de circulation, qui partaient accueillir son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'inauguration du bitumage de l'axe Boundiali-Tengrela. Donc c'était des populations heureuses qui partaient à cet événement et qui ont malheureusement perdu la vie. Il y a eu également des blessés. Et séance tenante, son Excellence Monsieur le Président de la République nous a instruits pour prendre en charge toutes ces personnes. La deuxième cérémonie, c'est la compassion aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Il y en a qui n'ont pas de papiers, donc dès qu'ils ont les papiers, ils viennent. Et il y en a, comme j'ai dit, qui n'avaient pas été désignés. Maintenant, la famille est d'accord, ainsi de suite. C'est des cas comme ça que nous avons. Et puis, il y a des gens qui étaient portés disparus, qu'on n'arrivait pas à retrouver via les appels téléphoniques. Dans le cadre d'un processus d'indemnisation lancé en août 2015 par le gouvernement ivoirien, les parents de 3000 personnes au moins sur 3500 personnes décédées ont reçu leur chèque. Ce jeudi, plus de 100 personnes sont indemnisées. Quand nous avons eu la triste nouvelle, nous avons appris l'heureuse intervention du chef de l'État. Donc du coup, ça nous a énormément réjouis. Et ça nous a déchargé, disons, matériellement. On m'a donné le chèque parce que j'ai perdu mon mari dans les événements 2011. Je remercie beaucoup le gouvernement. Vraiment, il tient à ses promesses. Cette cérémonie d'indemnisation vient mettre fin à la première phase de l'opération d'indemnisation. La phase pilote va être secondée bientôt par une autre dite nationale. Elle se fera avec une liste consolidée. Parlons maintenant de l'une des victimes de la crise ivoirienne. Il s'agit de Kosiakwa, aujourd'hui paraplégique. Grâce au gouvernement ivoirien, elle bénéficie de soins gratuits dans des hôpitaux. Gabriel Zadé. Ces jours de consultation pour Madeleine Kosia. Elle a rendez-vous dans une clinique pour des soins. Madeleine est une victime des crises ivoiriennes, blessée à la suite d'une chute depuis le 3e étage de l'immeuble qu'elle habitait. Quand les tirs se passaient, j'étais dans la chambre. Donc dans la panique, là, quand je suis arrivée, ça tirait de partout. Puis j'ai pris la fenêtre. Je suis tombée assise, donc la colonne vertébrale s'est entassée. Ma maman était à côté de moi. Et puis j'ai demandé, maman, et mes pieds? Il a dit, voilà tes pieds. Et puis elle a pris ma main pour toucher mes pieds. Quand j'ai vu que je ne sentais pas mes pieds, j'ai commencé à pleurer. Cet accident a rendu Madeleine paraplégique. Elle bénéficie d'une prise en charge médicale dans le cadre de l'opération d'indemnisation. Madeleine a subi une deuxième intervention chirurgicale le 20 mars dernier. L'État aujourd'hui m'a opéré à 4 700 et quelques mille. Vraiment, si cela devrait sortir de notre poche, vraiment, il faut dire que c'était la mort qui allait s'en suivre. La clinique où Madeleine a été opérée se trouve à Cocody, non loin de la Cité des Arts. C'est d'ailleurs là qu'est survenu le drame. Le trajet plonge Madeleine dans le souvenir. Un moment difficile pour elle. 2 fois par semaine, elle se rend dans la clinique pour faire ses pansements. Ça, c'est quoi? C'est le bon de prise en charge. C'est ce bon qui permet qu'on puisse me soigner sans prendre d'argent, parce que c'est un bon à 100%. C'est encore valable. Donc partout où je vais, on peut me soigner gratuitement. Nous voici à la clinique. Direction la salle des pansements. Au fur et à mesure que la plaie devient propre, c'est en fonction de ça qu'on détermine les pansements. Soit chaque 2, chaque 3, chaque 4 jours, en fonction de l'évolution de la plaie. On a déjà enlevé quelques fils. Donc aujourd'hui, on a enlevé le reste des fils et fait son dernier pansement aujourd'hui. Kwaebi Franck Olivier est le frère cadet de Madeleine. Il est au chevet de la victime depuis l'accident. À la maison, je donne son eau et se lave. On va dans les coins. Je suis là. Je fais son petit déjeuner, des ailes. Je donne son eau, je lave ses habits. Après les soins, rendez-vous à la pharmacie, muni du bon de prise en charge, de l'ordonnance et de la pièce d'identité de sa sœur aînée. Franck Olivier se fait servir les médicaments gratuitement, comme les 1000 blessés recensés
au cours de la phase pilote d'indemnisation des victimes des crises lancée en août 2015. Tout à fait autre chose. À présent, la Côte d'Ivoire veut être membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour être encore bien vu sur le plan international. Et cela se négocie. On en parle avec Wilfried Herman Djivé. 11 avril 2011, la crise post-électorale s'achève. La Côte d'Ivoire revient de loin et pense désormais perspective. Le pays multiplie les offensives diplomatiques. Objectif, se repositionner sur l'échiquier international. Conférence sommet, campagne de séduction des investisseurs, toutes les stratégies y passent. Les plateformes internationales deviennent la priorité. L'une d'entre elles, certainement la plus prestigieuse, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une offensive diplomatique est en cours en ce moment pour arracher un poste de membre non permanent des Nations Unies. Pour éclairer notre lanterne, nous sollicitons le regard du docteur Traoré Bakary, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Premièrement, il y a la reconnaissance internationale et dynamiser un concept qui est cher à notre pays, le code diplomatie. Il y a aussi le crédit personnel du chef de l'État. Voilà, puisque on a vu la Côte d'Ivoire jouer un rôle important dans la résolution de certaines crises en Afrique, principalement celle du Mali, de montrer qu'elle tient au niveau international. Une place de choix dans le concert des nations, de quoi renforcer le capital crédit du pays sur le plan international. Les 5 membres permanents auront besoin de son appui pour faire passer une résolution, parce que toute décision prise par le Conseil de sécurité et qui s'impose à l'ONU doit avoir la faveur des 2/3 des membres du Conseil de sécurité, y compris les 5 membres permanents. Donc ça veut dire que nous avons 5 membres permanents, plus 4 membres non permanents. On voit que pour toute résolution, il faut quand même avoir l'appui des membres non permanents. Si sa demande est acceptée, la Côte d'Ivoire siégera aux côtés des grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme eux, elle fera entendre sa voix sur les grandes décisions qui impactent la marche du monde. Autre sujet dans cette édition, comment sécuriser les recettes douanières. Des experts douaniers de l'Afrique de l'Ouest et du Centre étaient à Grand Bassam pour réfléchir sur la question. Ils préconisent l'informatisation totale du secteur. David Soyo, Franck Quadio. Modernisation et sécurisation des recettes douanières. Ce sujet a réuni à Grand Bassam plusieurs experts venus de l'Afrique occidentale et centrale AOC. Pour réussir le pari, ces experts douaniers comptent miser sur l'apport de l'informatique. Les objectifs visés par le GTA informatique, c'est de réunir l'ensemble de ces administrations-là, surtout leurs représentants informatiques, pour discuter des problématiques de l'informatique. Comment l'informatique peut aider à optimiser, accroître les performances des administrations douanières des régions. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de marchandises qui arrivent au port d'Abidjan et un grand nombre de ces marchandises sont transportées en transit vers le hinterland dans les pays comme le Burkina, le Mali et d'autres pays encore. Donc il est important qu'il y ait un système informatisé qui permet de gérer ces transits d'une manière automatisée, rapide et moins chère qu'aujourd'hui. Après 24 heures de réflexion concertée, les experts douaniers entendent capitaliser le résultat de ces travaux pour mieux coordonner les contrôles douaniers. Les responsables du Conseil Café Cacao étaient à Agboville et à Bongouano. Ils sont allés expliquer aux producteurs le mécanisme du prix borchon du cacao. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Le prix borchon du cacao pour la campagne intermédiaire est fixé à 700 francs. Une baisse qui s'explique selon les responsables du Conseil Café Cacao. Cette baisse résulte de la surproduction face à une demande en baisse. Dans cette optique, les responsables du Conseil Café Cacao se sont rendus à Agboville et à Bongouano pour en expliquer les raisons. L'État fait tellement bien les choses que le planteur, quand il est bien informé, connaît le prix garanti, mais aussi connaît le prix à l'international. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que même dans un foyer, quand il n'y a pas de communication, il y a toujours des problèmes. C'est pour cela que nous n'est-ce pas, nous disons merci au DR d'avoir initié, sous, n'est-ce pas, le couvert, n'est-ce pas, du préfet, le secrétaire général,
cette réunion qui a lieu, ça nous satisfait. Les responsables du Conseil Café Cacao ont demandé aux producteurs de continuer à faire du cacao de qualité pour rendre le cacao ivoirien compétitif sur le marché mondial. Les producteurs ont salué l'action du Conseil et formulé le vœu que très rapidement, les cours remontent. L'organisation non gouvernementale Ivoire Service de Méadi a organisé une journée de sensibilisation sur les droits de la femme et de l'enfant en vue de promouvoir les 10 droits. C'était en marge de son assemblée générale ordinaire tenue la semaine dernière à Méadi en présence du sous-préfet de la localité. Vénance Emmanuamière. Une jeune femme qui est mariée contre son gré ou un enfant qui n'est pas scolarisé pour un motif injustifié. Ces deux exemples peuvent être considérés comme des violations des droits de la femme et de l'enfant. Comme ces deux cas, les exemples de violation des droits de la femme et de l'enfant sont légion en Côte d'Ivoire. En initiant cette conférence, l'ONG Ivoire Service veut attirer l'attention des populations sur les violations régulières des droits de la femme et de l'enfant dans notre société. Des communications faites par Korotoum Bamba de la Fédération des associations des femmes de Méadi et de Nguessa Oku Ibrahim du Centre social de Méadi ont permis à l'assistance de mieux s'imprégner de la nécessité de respecter et de vulgariser les droits de la femme et de l'enfant. Quant au sous-préfet de Méadi, Aboubakari Koné, il a exhorté chacun de ses administrés à veiller au respect des droits de la femme et de l'enfant en dénonçant certaines pratiques comme les pires formes de travail des enfants. Cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes de fin de formation à 13 agents communautaires après 3 ans de formation. Dans le cadre de l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement ivoirien, le maire de Lakota a offert des kits de salubrité. Ce sont 3 tricycles d'une valeur de 5 millions aux populations afin de rendre la ville de Lakota plus propre et plus attractive. À Soutouré. Rendre la ville de Lakota propre et reluisante. C'est à cela que veut s'atteler la municipalité et la direction régionale de salubrité de cette localité. Pour mener à bien cette activité, le maire a offert des kits de salubrité, 3 tricycles et une moto, soit un don de plus de 5 millions de francs CFA. Pour le maire, tous doivent s'inscrire dans l'opération de grand ménage initiée par le gouvernement afin de rendre nos villes plus attractives. Je mobilise donc toute la population à faire place aux actions concrètes. Pour un Ivoirien nouveau, l'émergence que prône son Excellence Alassane Ouattara, l'émergence, c'est avec la salubrité, la propreté. On ne peut être émergent dans le désordre, on ne peut être émergent dans la saleté. Le directeur régional de la salubrité et le secrétaire général de la préfecture de Lakota ont félicité le maire pour ses actions de lutte contre l'insalubrité. Aux populations, ils ont demandé de jeter les ordures dans les poubelles et non dans la rue. Des engins de nettoyage sont à pied d'œuvre pour le ramassage des ordures dans les différents quartiers de la commune. Le ministre des Sports et des Loisirs fait le bilan de ces 2 années à la tête de son département. Albert François Amicha et ses collaborateurs ont réfléchi sur la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire. C'est un reportage d'Abdoul Kader Sogodogo Guédouman de RTI Boaké. 2015 à 2017, cela fait 2 années que Albert François Amichia tient le volant du sport et des loisirs en Côte d'Ivoire. 2 années passées, un bilan s'avère important pour faire le point sur l'avancement de nombreux chantiers entamés. Pour cet exercice, les directeurs régionaux et départementaux du ministère des Sports et des Loisirs ont répondu présents pour écouter leurs premiers responsables. J'ai toujours appelé de tous mes voeux cette rencontre avec les services extérieurs de ce département ministériel. Si je l'ai souhaité, c'est parce que j'ai senti la nécessité que nous devions mutualiser les différentes compétences, que nous devions nous ouvrir sur les expertises avérées et que nous devions construire ensemble un itinéraire qui réduise le plus possible les incertitudes et garantisse les plus grandes chances de succès. Sur 11 décrets d'application de la loi de 2014 concernant le sport, 10 ont été élaborés et 6 adoptés. La voie de la professionnalisation est donc ouverte. L'entrée en vigueur de ces décrets permettra une gestion plus efficace et plus efficiente du sport ivoirien afin de répondre aux exigences du sport moderne
en termes de professionnalisation. Une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations seniors de football, 272 médailles au total, dont 104 en or, 91 en argent, 77 en bronze et 3 médailles aux Jeux olympiques. Voici les lauriers de 2 années du sport ivoirien sous l'ère Albert François Amichia. La rencontre de Yamoussoukro dégagera à coup sûr les perspectives pour mieux faire. Et cette information, la Ligue de football professionnel du Cameroun a décidé de sanctionner 17 arbitres. Ils sont accusés d'avoir contribué à fausser les résultats de nombreuses rencontres. Autre titre de cette édition, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PSAC, a initié à Korogo un forum de concertation sur les conflits agriculteurs-éleveurs. Des solutions ont été proposées pour une cohabitation pacifique. Soro Corona, Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Au début des années 70, un accent particulier a été mis sur le développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Cette volonté de l'État d'assurer l'autosuffisance en protéines animales aura des conséquences en milieu rural. Destruction des cultures, abattage d'animaux allant à des conflits réguliers et parfois sanglants entre agriculteurs et éleveurs. Des conflits récurrents mettant en mal de nombreux projets agricoles étatiques. Le PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, est fortement perturbé. Il se trouve que dans cette intervention, les acteurs que nous cherchons à appuyer sont confrontés à un certain nombre de problèmes sur le terrain, au nombre desquels les conflits agriculteurs-éleveurs qui viennent empêcher l'atteinte de nos objectifs. Cet atelier de Korogo a permis aux différents acteurs de diagnostiquer la situation des conflits et trouver des ébauches de solutions pour un élevage et une agriculture développée tout en préservant la paix et la cohésion sociale. Durant 3 jours, les participants ont élaboré à travers un processus participatif et inclusif des stratégies de prévention et de gestion des conflits. Les textes régissant l'agriculture, l'élevage et la transhumance ont été visités et adaptés aux réalités actuelles de la Côte d'Ivoire. Au sortir d'ici là, ce qui est sûr, nous savons qu'il y a des tests. Si on arrive quand même à restituer convenablement chacun à la base, je crois que les problèmes vont beaucoup diminuer. Tout ce qu'ils ont éclairci aujourd'hui, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, je félicite PESAC, ce qu'il est là fait pour les éleveurs et les agriculteurs. Ce projet d'amélioration des revenus des paysans dans les zones de production de l'anarcade et du coton du PESAC impacte 120 000 producteurs. Au Tchad, 7 millions de personnes risquent de souffrir gravement de la faim dans la région du bassin du lac Tchad. Selon le directeur général de la FAO, il appelle la communauté internationale à agir urgemment. Pour terminer, sachez que le Parlement égyptien a approuvé à l'unanimité hier mardi l'état d'urgence dans l'ensemble du pays décrété par le président Abdel Fattah al-Sisi après les attentats meurtriers de dimanche contre des églises coptes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.